Un CV à faire pâlir, des distinctions en série. Philippe Forbrac, président de l'Union de la sommellerie française. Bonjour. Bonjour Audrey. Merci d'être avec nous. Meilleur sommelier du monde, 1992. MOF honoris causa, 2015. Meilleur sommelier de France, aussi restaurateur. Vous êtes un homme du vin, c'est comme ça qu'on peut vous appeler? C'est une passion plus qu'un métier? C'est une passion absolument dont j'ai fait mon métier, ce qui est quand même juste incroyable. Et puis voilà, une vraie récompense, j'allais dire, d'un déclenchement d'envie que j'ai eu il y a très longtemps. Parce que la première fois que j'ai goûté un vin, mon père m'avait autorisé à goûter un fond de vin. Un fond de vin. Franchement, je devais avoir une quinzaine d'années. Et c'était un muscat de Baume de Venise, donc un vin doux avec ses saveurs extrêmement fruitées et très, très aguichantes, très avenantes. J'avais trouvé ça juste incroyable en me disant « Ah, c'est ça le vin finalement ». Et donc, voilà. Puis après, j'ai fait des études de cuisinier. Et c'est en cuisinant que je me suis dit, mais bon, ok, je cuisine, mais est-ce que le vin influence finalement la perception que j'ai du plat que je suis en train de réaliser? Et cette question me titillait. Et donc, c'est une question qui vous a accompagné et qui vous accompagne encore. Qui m'accompagne encore. Bon, j'ai besoin d'une remise à niveau. Sommelier, c'est quoi? C'est la connaissance, la culture du vin, les régions, les cépages, les problématiques actuelles, c'est la maîtrise de l'art de déguster, c'est la relation client, c'est quoi exactement? Le sommelier, c'est finalement une personnalité qui est au centre d'une filière qui comprend effectivement les productions jusqu'aux consommateurs, en passant par les œnologues, les éleveurs, les metteurs en marché, les distributeurs, etc., etc. Et donc finalement, ce maillon important, qui a été défini en tant que tel par l'OIV, qui est l'organisme international du vin, qui a fait force de loi dans les définitions, finalement, on a réussi il y a quelques années à faire protéger le mot sommelier. Parce que sommelier, pour nous, c'est très connu et c'est très identifiable. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. Ouais, tout à fait. C'est juste un serveur ou quelqu'un qui s'occupe de certaines activités au niveau du restaurant, etc. Nous, c'est sommelier et on sait à quoi ça correspond. Donc, la définition, c'est la personne qui s'occupe au sein d'un établissement de restauration ou de cave de la connaissance du service, de la mise en valeur du vin, finalement, impliquant le sourcing, la gestion, le conseil, la conservation, enfin, etc. Tous ces éléments-là. Dans l'univers du sommelier, il y a le vin, iconique s'il en est, mais pas que. Les spiritueux, les bières, les sakés, les cidres, les eaux, les cafés, les thés, tout ça font partie de l'univers du sommelier. Oui, un univers très large. Et justement, on va le voir avec ce fameux concours du meilleur sommelier du monde. On va balayer avec Nathan Cocampo les épreuves. 4000 spectateurs, 68 candidats, 65 pays, 3 finalistes, évidemment un grand vainqueur. Nathan, le concours du meilleur sommelier du monde s'est tenu mi-février et c'était à nouveau un rendez-vous de haute volée. Oui, Audrey, champion du monde cette année, le laiton Raymond Thompson. Petit détail qui a son importance et qui montre bien l'ampleur que prend de plus en plus ce concours. La Lettonie n'est pas un pays de vignes avec une culture autour du vin comme la France. En 1969, lors de la première année, il n'y avait d'ailleurs que 7 pays représentés. Aujourd'hui, il y en a 65. Alors, pour décrocher le célèbre titre tous les 3 ans, un vrai parcours du combattant entre questions d'actualité, exercices pratiques dans une salle de restaurant reconstituée avec de faux clients et dégustation à l'aveugle. Il y en avait pour tous les goûts. Les candidats devaient aussi ouvrir une bouteille de vin abîmé ou encore estimer le prix de n'importe quelle bouteille dans le monde. Des candidats jugés par des anciens champions du monde. Des épreuves chronométrées, rigoureuses sur tout type d'alcool et non plus uniquement le vin, comme l'épreuve de retrouver les éléments manquants d'un cocktail. Et une nouveauté, Nathan, cette année, une épreuve qui sort un peu du cadre classique, si on peut dire, de ce concours. Les candidats avaient 2 minutes pour identifier 5 boissons non alcoolisées. Puis ils devaient imaginer en 3 minutes un menu vegan qui s'associe bien avec. Et pour ajouter un peu plus de difficulté, l'épreuve devait se faire dans une langue étrangère. Alors voilà, l'idée étant de s'adapter aussi aux évolutions de la société. Le vainqueur de ce concours prestigieux a évidemment l'assurance d'une belle carrière par la suite dans les meilleurs établissements du monde. Jusqu'à présent, 6 sommeliers français ont décroché le titre. Alors même si la France n'a pas gagné le concours cette année, un mot de Pascaline Lepelletier. L'Angevine a terminé à une belle 4e place. Toujours pas de femme championne du monde, mais cela ne saurait tarder. On est avec un des rares, justement, un champion du monde. Philippe Forbrac, ça veut dire que quelles sont les qualités à avoir pour accéder à cette victoire? C'est un vrai décathlon. C'est un vrai exercice sportif de très haut niveau, d'excellence, et qui fait appel à la fois des qualités de rigueur, d'organisation et de formation. Et finalement, on s'aperçoit que pour gagner, ce n'est pas suffisant.
il y a l'expérience, il y a aussi l'adaptabilité instantanée à la compréhension de la question. Et tout ça, c'est la magie de la compétition. Franchement, Pascaline qui arrive 4e, c'est juste une sommelière d'exception. Et on a travaillé avec elle pendant toute cette préparation parce que j'étais moi le président du comité d'organisation. Mais vous l'avez rappelé en introduction, je suis le président de l'Union de la sommelier française. Donc je préparais cette candidate. C'est pas moi qui m'occupe des épreuves, donc j'étais très libre de pouvoir la préparer autant que faire se peut. Et donc, du coup, elle a vraiment beaucoup de talent. C'est sa première participation. Elle arrive quasiment au pied du podium. C'est déjà exceptionnel comme place, 4e sur le monde. Il y a 55 000 membres dans l'association de la sommellerie internationale. C'est devenu démentiel entre les pays représentés et les candidats. On a vraiment changé d'univers. Absolument. Ça a pris une dimension extraordinaire et du coup un rayonnement aussi extraordinaire. Le concours, il a comme vocation de faire bien sûr émerger un gagnant ou une gagnante. Raymond Thompson, le laiton, magnifique. Mais bien entendu, la victoire, elle est aussi collective. C'est faire parler de notre métier, c'est susciter des vocations. On a invité pour cette belle finale qui a réuni plus de 4000 personnes, effectivement, 500 jeunes élèves des écoles hôtelières de France pour leur faire vivre cette expérience. Il y avait des gens de tous les univers qui étaient là, y compris pas des gens du métier qui étaient présents à cette finale. Ça doit susciter effectivement un certain engouement. On l'attend comme ça, en tout cas, on l'espère. Certaines vocations. Dans votre parcours, je voyais que vous avez été le sommelier du Concorde. Vous sélectionniez les vins de cette cave inédite. Comment on aborde cette mission et comment vous envisagez, vous, votre cave idéale? Est-ce que vous avez votre cave idéale? Est-ce que vous êtes arrivé à ce Graal? Alors, juste une petite parenthèse sur le Concorde, parce qu'elle est quand même extrêmement pertinente. D'abord, c'est incroyable d'être le sommelier du ciel, comme l'avait dit un de vos confrères à l'époque, et d'être dans le Concorde de temps en temps pour pouvoir faire goûter et ressentir les réactions des gens qui sont très différentes. En altitude, on a un dessèchement de l'air. Alors, sur le Concorde, c'est moins le cas que sur d'autres types d'avions, parce que le vol est plus court. Mais dans un vol classique Paris-New York, même si c'est 7 ou 8 heures, entre la collation du début et la collation de la fin, on n'a pas le même palais parce que le palais est beaucoup plus sec. Voilà. Il y a des sensations comme ça d'adaptabilité, mais dont il faut tenir compte parce que les paramètres sont super importants. Ensuite, la cave idéale, j'allais dire, elle est vraiment personnelle, la cave idéale. Il faut qu'elle corresponde à son mode de vie, à ses envies. Il faut des grands noms et des pépites, des découvertes. Absolument. Comment ça se constitue? Au fil d'une vie, j'imagine déjà. D'abord, c'est le parcours d'une vie, une cave, absolument. Et c'est souvent une cave que l'on fait en partie pour soi, et c'est légitime, mais aussi souvent comme une transmission, un héritage. Finalement, il y a toujours la règle quasiment des 80-20. Il y a 80% des vins qu'on a là, et en volume, ou en nombre de références qu'on ne consomme pas souvent parce qu'ils sont là vraiment pour alimenter des moments d'exception. Et il y a 20% de vins qui ont une rotation plus rapide, comme on dit dans notre métier, mais c'est la même chose pour un particulier. Les vins sympas, les vins de copains. C'est encore le cas aujourd'hui parce qu'on boit moins, mais mieux. Ce découpage est encore vrai? Ce découpage est encore vrai pour ceux qui ont une cave. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'on a moins de caves qu'avant, pour des raisons à la fois d'immeubles, de construction, de places, notamment dans les grandes villes, également de sécurité, parce que malheureusement, beaucoup de caves sont visitées, comme on dit. Et donc, il y a des gens qui hésitent maintenant à investir dans les caves. Alors, ils font stocker leurs vins dans des caves sécurisées. Et puis, parce qu'il faut savoir aussi, quand même, que la grande majorité, mais quand je dis la grande majorité, c'est 90% des vins sont achetés et sont bu quasiment dans les 24 heures. Il faut quand même savoir comme perspective. On ne conserve plus de la même manière. On va acheter chez le caviste du coin ou dans le rayon qui va bien à côté, etc. Ou on rentre de vacances avec un carton, finalement, on le boit très vite. Donc il y a les vins sont peu conservés. Mais 10% sur le volume produit, notamment en France, et sur le volume consommé, ça représente quand même de nombreuses bouteilles. Est-ce que je vous fâche si je vous demande le meilleur vin en France? Est-ce que vous arrivez Vous ne me fâchez pas. Vous allez peut-être me fâcher avec certaines personnes. Mais bon, c'est très, très compliqué. On peut avoir un affect particulier en fonction peut-être aussi des moments de sa vie. Moi, j'ai commencé, par exemple, je suis né à Marseille, j'ai grandi en Provence et dans le Rhône et dans les Alpes. Mes premiers vins, et j'ai toujours beaucoup d'affection. Je n'ai pas tout à l'heure du Muscat de Venise, mais le Châteauneuf du Pape, les vins de Côte-Rôtier, les Hermitages, les grands vins de la vallée du Rhône, par exemple, c'était des vins qui me parlaient. Autant que les Bandoles ou que les vins de Palette à côté d'Aix-en-Provence, qui sont pour moi des très grands vins. Après, mon goût a évolué vers le Bordelais. Et aussi, toutes les pépites de Bordelais sont juste incroyables, avec un petit affect particulier pour les vins de Pauillac, par exemple, les Saint-Julien ou encore les Pomerol ou les Saint-Émilion. Et les Graves aussi, si j'oublie ça, les Graves. J'aime beaucoup les Graves. Mais voilà, et les Pessac-Léognan en particulier. Mais maintenant, les Bourgognes m'interpellent.
Je trouve qu'en Alsace, on a des blancs qui sont juste devenus, même des rouges aussi, des Pinot Noirs d'Alsace qui sont juste incroyables. Et puis on découvre aussi au fil du temps, parce qu'ils ont aussi beaucoup évolué en qualité, les vins des autres régions, comme on disait avant, le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon, juste incroyable pays aujourd'hui de grands vins importants, la Corse, etc. J'ai presque cité tout le monde finalement, mais c'est la vérité, on est gâtés. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est en somme ce que le luxe est pour Philippe Forbrac. Évidemment, on retrouve sur ce top 3 une bouteille et pas n'importe laquelle. C'est vrai. Romanée Conti, je crois que c'est ce que j'ai finalement confié. Moi, c'est ça. Oui, c'est pour moi la bouteille de vin la plus mythique qui soit dans le monde. J'ai eu la chance d'en goûter quelques fois. C'est le vin qui m'a récemment donné le plus de frissons. Parce que le sommelier n'est pas juste là pour déguster, décrire la robe scintillante, limpide, etc., les parfums de fruits noirs, de violettes qu'on peut avoir sur un vin de bonne romanée, et en particulier Romanée Conti, et voilà, d'évoquer la texture et le soyeux en bouche. Mais quand, au moment donné, les grands vins, on s'en aperçoit quand finalement on ne se sent plus de parler, d'exprimer des mots qui ne sont pas finalement à la hauteur de son émotion. On parlait de l'accord mets et vin, et évidemment, dans votre top 3, dans vos iconiques, un dîner chez Guy Savoy, qui n'est autre que le meilleur restaurant du monde. Ça va avec. Oui, absolument. Je viens de parler de Guy parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai la chance de le connaître depuis un certain temps. Mais quand on est dans un endroit comme ça, il y a tout. Le lieu, déjà, impose dans sa magie, mais n'impose pas de retenue, quelque part. On s'y sent bien. On n'est pas impressionné par le lieu, on est juste enthousiasmé par le cadre. Ensuite, la magie des gens qui travaillent chez Guy Savoy depuis longtemps, la fidélité de ses équipes, notamment son sommelier Sylvain Nicolas, voilà, son maître d'hôtel iconique berlinois, qui a un accent juste incroyable, et toutes les équipes de façon générale. Et puis la cuisine, qui est faite de produits précis, équilibrés, de saveurs dont on se souvient, la fameuse soupe aux artichauts, truffes et parmesan avec la petite brioche feuilletée à truffes. C'est juste quelque chose qui, moi, me parle depuis longtemps, qui est très difficile d'ailleurs à associer avec un vin, parce que l'artichaut, c'est pas simple, mais avec des grands blancs un peu scintillants, notamment de la vallée du Rhône, ça passe très bien. Un Saint-Joseph, un Hermitage, quelque chose comme ça, ou un Châteauneuf du Pape Blanc. Et ce que vous aimez aussi, c'est un voyage en Polynésie pour finir ce troisième iconique. Et je finirai par une question subsidiaire. Quelle est la bouteille qui vous manque ? Celle que je n'ai pas encore goûtée. Celle qui vous fait rêver peut-être. Ça donne des perspectives. Merci beaucoup Philippe Forbrac d'avoir été avec nous, président de l'Union de la sommellerie française. Merci d'avoir été dans Iconic Business.